Il y a 4 ans, Nicolas Valton, encore étudiant à l'université Paris-Diderot, réalisait quelques fiches d'inventaire et un bref article afin de sensibiliser la communauté scientifique à la nécessité de préserver le site patrimonial des Grands Moulins. Jean-Pierre Vallat retrouve aujourd'hui 2 de ses anciens étudiants, Nathalie Méraud et Nicolas Valton, pour apprécier l'évolution de ce quartier universitaire et nous la faire partager. Alors, ce qui me fait très plaisir, c'est que cette université qui s'est installée ici, qui s'est installée dans un bâtiment emblématique, les Grands Moulins de Paris. Ça ne s'appelle pas encore Université de Paris, vous pouvez voir, ça s'appelle encore Grands Moulins de Paris, avec un quartier qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'imaginons en 1920 ce que devait être ce quartier, on avait quelques grands marqueurs industriels, les frigos. Alors des frigos dont on voit quelque chose, on voit un angle de forteresse bâti avec des tags, etc., au pied de la Bibliothèque nationale de France. Puis si on tourne, on se retrouve 1919-1921 avec ces grands moulins. Et puis 20 ans plus tard, un nouveau bâtiment, une grande halle en béton. Alors avec 2 architectes célèbres, c'est-à-dire d'un côté on avait Vibo, de ce côté-là on a Denis Honegger, qui a construit aussi la Muette, qui a été un des élèves d'Auguste Perret. Et puis vers le sud, on se retrouvait avec la Sudac, c'est-à-dire ce qu'est aujourd'hui l'école d'architecture de Paris et l'usine d'air comprimé des années 1900-1920 aussi. Alors votre travail, pour moi, il a un petit peu commencé là, parce que toi, Nicolas, tu as travaillé sur le patrimoine très tôt. Et Nathalie, cette ouverture sur la direction de mémoire que vous avez assumée avec moi, le travail de thèse sur ce qu'est aujourd'hui le plan local d'urbanisme, et le plan d'urbanisme de la ville de Paris. Voilà. Dans cette législation qui se bâtit, comment s'est fait la concertation? C'est-à-dire qu'on a demandé aux habitants ce qu'ils en pensaient, les conseils municipaux sont intervenus et la ville de Paris est intervenue ensuite. Alors donc dans le cadre de la mise en place du PLU de Paris, il y a effectivement cet important volet patrimonial qu'on retrouve à l'article 11 du plan local d'urbanisme. Il y a toute une concertation qui a été mise en place dans l'ensemble de Paris avec les habitants, avec les associations et notamment les conseils de quartier qui ont été très récemment créés. Et dans cette concertation, on a donc demandé aux habitants, aux conseils de quartier, aux associations de venir simplement se présenter en réunion ou écrire des courriers pour dire voilà, nous on voudrait protéger tel ou tel bâtiment parce qu'il est important dans l'histoire architecturale du quartier, dans l'histoire la mémoire, dans la mémoire du quartier, ouais. Dans la mémoire sociologique, Ouais. Dans l'ensemble de ces protections mises en place par la ville de Paris, donc entre 6 et 7 000, il y a à peu près un tiers des propositions qui ont été faites par les Parisiens et qui émanent donc directement de cette concertation qui a été mise en place pendant au moins à peu près 3 ans, 3-4 ans par la ville de Paris. Par rapport à ce qu'est le patrimoine de la ville de Paris, comment est-ce que vous concevez cette notion de patrimoine dans ce quartier? Est-ce que c'est du patrimoine? Dans ce quartier, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de parler de protection du patrimoine. On a des bâtiments qui datent de moins d'une dizaine d'années. Alors, on a évoqué effectivement certains marqueurs patrimoniaux. On remarquera que les frigos, les grands moulins, la halle aux farines ne bénéficient pas de protection, ni par la ville de Paris, ni par les monuments historiques. Par contre, la Sudac, dans laquelle est aujourd'hui implantée l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine, est effectivement protégée au titre des monuments historiques. Et puis on peut signaler par contre la présence de la BNF
qui n'est pas protégé dans son patrimoine à proprement parler. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement démolir un jour la BNF. Oui, vous voulez dire qu'elle n'est pas monument historique? Elle n'est pas monument historique, D'accord. elle n'est pas protégée non plus Ouais. en tant que protection ville de Paris Ouais. par le PLU de Paris. En revanche, ce PLU de Paris la protège dans sa volumétrie. Ah oui. C'est-à-dire que si un jour on venait à faire disparaître ce bâtiment, on devrait retrouver une volumétrie à peu près similaire selon donc le dernier règlement d'urbanisme de la ville de Paris. Alors, protéger, ça veut dire connaître. Connaître, c'est aussi faire un inventaire. En quoi la formation que vous a donnée une université pluridisciplinaire, Paris 7, avec son master qui est lié avec l'école d'architecture, qui est cohabilité avec l'école d'architecture, vous est-elle apparue, j'allais dire, à la fois utile, j'oserais dire presque agréable, je ne sais pas, et efficace? En effet, on rentre dans une dynamique totalement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on travaille avec des architectes, on travaille avec des historiens, on travaille avec des sociologues, on travaille dans le monde universitaire et on partage. Et en fait, ce partage permet d'élaborer une méthodologie qui permet d'accéder à l'inventaire et à la fiche technique. Au départ, on l'invente quelque part. On l'a créé en équipe pluridisciplinaire pour déterminer les critères à référencer. Alors les critères, c'est quoi? C'est le monument, c'est la mémoire dont parlait Nathalie, c'est l'immatériel, c'est tout l'ensemble du patrimoine? Il y a tout. Il y a tout. À partir du moment où on travaille sur un PLU, on travaille sur l'ensemble d'une ville. Donc on va travailler sur du bâti vernaculaire, on va travailler sur du bâti totalement contemporain, on va travailler sur du bâti d'habitat, on va travailler sur du bâti monumental, on va travailler sur... Ça veut dire que l'église, le HLM, tout rentre dans ton champ? Tout rentre dans le champ d'inventaire. Dans le cadre d'une étude sur les monuments, notamment sur les grands moulins de Paris, la recherche essentielle et principale, c'est la recherche de sources qui peuvent se trouver dans différents lieux. Sur Paris, il y a les archives de Paris, il y a les archives de la DRAC, il y a les archives qui peuvent se trouver par exemple à la Bibliothèque nationale. Ensuite, on établit un corpus, donc le corpus d'archives et le corpus bibliographique qui peuvent également nous renseigner sur les différentes sources qui existent sur le monument étudié. Ensuite, afin d'obtenir une synthèse générale, il faut travailler à partir de fiches qui permettent tout d'abord de déterminer la localisation de l'édifice dans l'ensemble urbain. Ensuite, la fiche technique permet d'une part de donner des généralités sur l'édifice et puis donner un petit historique. Ensuite, on peut travailler sur l'évolution du secteur et du tissu urbain, de voir comment évolue la zone dans son cadre industriel. Une synthèse permet de replacer au niveau d'un plan certains éléments architecturaux d'importance. Enfin, il est important de détailler également les diverses fonctions des divers bâtiments. Le blé arrivait par les voies ferrées ou par voie fluviale, puisque nous avons la Seine derrière ce corps d'édifice. Il était ensuite entreposé dans les silos. Enfin, il était nettoyé dans cette partie de bâtiment. Puis, il était envoyé au moulin où il subissait la transformation en farine. Et enfin, il était envoyé vers la halle aux farines où il était mis en sac et entreposé. Bon, alors cette fois-ci, on est sur la façade, dans ce bâtiment avec ses ailes, etc. On est du côté Seine. Et on a un bâtiment qui, pour moi, enfin je ne sais pas Nicolas ce que tu en penses, mais est surprenant.
C'est-à-dire qu'on est dans une usine, on est dans un moulin, tu vas nous le situer plus historiquement, mais on a quelque chose de somptueux. Comment tu l'analyses? Nous sommes dans ce qu'on appelle les cathédrales de l'industrie, ou les châteaux de l'industrie. L'architecte Vibo, qui est l'architecte du casino de Deauville, qui est également l'architecte des grands magasins, du Printemps notamment, veut essayer de souligner l'innovation technologique, il veut appuyer sur la grandeur de la France. On a besoin de pain pour alimenter la capitale, nous sommes après la Première Guerre mondiale, et à ce titre, il crée ce qu'on appellera à l'époque le plus grand moulin du monde. Alors il crée un moulin, et en même temps, quand tu regardes la façade, quand tu es ici, tu ne vois aucune fonction. On n'entend pas le bruit, on ne voit pas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas la farine, il n'y a pas les ouvriers, donc comment est-ce qu'il va finalement masquer sa technologie, masquer cette énorme usine par une façade qui finalement est dans quel langage architectural? Alors d'abord, il ne va pas la masquer, il va plutôt essayer de l'anoblir, de la rendre esthétique. Et on est dans ce qu'on appelle une architecture totalement néoclassique. On peut le voir grâce à cette utilisation des balustrades, qui est un élément d'art architectural assez prestigieux, et cette corniche à modillons. Et alors là, tu parlais de la balustrade, mais la balustrade est le deuxième élément sous une toiture, qui est une toiture à la mansarde, avec des oculis, avec un toit en ardoise, les pilastres, nos fenêtres, et puis tout d'un coup, on est dans un palais Renaissance. Et oui, vous êtes exactement, quand on regarde le palais Rucellai à Florence, on a en effet ces pierres, ces bossages. Et alors là, évidemment, ils ne servent à rien. Ils ne sont pas fonctionnels, ils ne soutiennent pas le bâtiment, c'est du béton qui soutient le bâtiment, mais la référence historique est celle-là. Et celle-là, exactement. Nathalie, qui a travaillé aussi sur l'archéologie industrielle, vos références françaises, qu'est-ce qu'elles seraient par rapport à tout cela? En France, on peut penser aux salines royales d'Arc-et-Senans qui datent déjà du XVIIIe siècle. C'est les premiers sites industriels qui aujourd'hui sont classés monuments historiques. On peut penser plus récemment aux usines de textiles dans le nord de la France. Donc on voit que la protection et la réutilisation de ce patrimoine des grands moulins s'inscrit dans un courant qui existe depuis une cinquantaine d'années en France de reconnaissance du patrimoine industriel. Et on est quand même relativement en retard par rapport à l'Angleterre qui s'y était mis depuis au moins 70 ou 80 ans. Alors on est très loin de Prosper Mérimée. C'est-à-dire que Prosper Mérimée Voilà. est finalement ce 19e siècle qui a classé les cathédrales et les châteaux. De la Renaissance, du Moyen-Âge principalement, voilà. Et aujourd'hui on avance donc dans la conception et dans la réflexion du patrimoine. Qu'est-ce qui est patrimoine aujourd'hui? On a certaines protections sur des bâtiments qui vont avoir juste 50 ans, 40 ans, voire une trentaine d'années. Donc on est dans de l'archéologie industrielle. D'accord. Voilà, alors maintenant, on est dans les bâtiments. On est passé de ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire nos silos, notre lieu de nettoyage, nos moulins, à l'intérieur. Donc on est dans les mêmes lieux, mais cette fois-ci dedans, dans l'espace occupé par la bibliothèque. Première chose frappante, c'est la qualité du silence. La bibliothèque, ça doit être silencieuse, c'est pour ça que nous ne parlons pas trop fort. Et puis il y a des événements dans cette bibliothèque. Le bâtiment a beaucoup changé, le bâtiment a été abandonné à une époque. Puis il y a eu un incendie. Et la qualité du travail de Rudy Ricciotti, bien sûr avec les usagers, c'est-à-dire notamment avec la conservatrice des bibliothèques et de la documentation, ça a été de réfléchir à ces espaces et de réfléchir aussi à ce qu'on allait conserver, restaurer, réoccuper. Et on a les trois modèles finalement. Ricciotti choisit les trois modèles. Donc ce qu'on appelle le palimpseste. Si vous avez vu Umberto Eco, le roman de la Rose, une bibliothèque, ça brûle. Et bien là aussi, on a une bibliothèque qui a brûlé. Et cette bibliothèque qui a brûlé, il en a gardé la trace. C'est-à-dire que le mur est brut, le mur est en béton. On le protège quand même parce qu'on passe un vernis. Le vernis, c'est réversible, on est dans la charte de Venise. Et en même temps, en gardant les traces, on montre que ça a brûlé, mais on montre aussi pratiquement toute une histoire des techniques. Parce que tout à l'heure, Nicolas parlait dehors de la qualité du béton, des armatures. On les a là, les armatures. C'est-à-dire qu'on a les fers à béton, le béton, les traces que garde Ricciotti jusqu'en haut. Le palimpseste, ça ne veut pas dire figer des choses. Ça veut dire aussi que les lieux se réadaptent, reprennent une nouvelle vie. On est dans un lieu vivant.
Nicolas a travaillé dans un premier temps dans sa maîtrise sur les villes-musées, les villes qui se figent, les villes pastiches, où on restaure des choses qui n'ont pratiquement jamais existé, telles qu'on se les imagine. Ben ici, on est justement dans le respect des deux. C'est-à-dire qu'on sait que l'on refait du nouveau, qu'on donne vie à un lieu universitaire, et en même temps, on va réhabiliter, restaurer, montrer son geste. Ricciotti, il montre le geste. Il est intervenu, il ne faut pas cacher son intervention. L'intervention, elle doit être respectueuse, elle doit être réversible. Éventuellement, le silicone, on pourra l'enlever. On n'a rien là qui soit à jamais figé. On n'a pas mis une plaque, on n'a pas mis du béton dessus. On a laissé le bâtiment brut. Donc je crois qu'ici, on a un très beau modèle de l'archéologie industrielle et finalement de notre patrimoine.